Hello, bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de cette première semaine de Jeux Olympiques, en fait, pour discuter un petit peu, bien sûr, de vos sujets phares, de notre sujet phare. Comme vous pouvez le voir, les Jeux Olympiques tournent en boucle à la maison. C'est l'occasion pour moi de regarder beaucoup de choses, de prendre de nouvelles connaissances. En fait, l'intérêt des Jeux Olympiques tous les 4 ans, c'est de voir un petit peu tout ce qui a été mis en place par les différents staffs du monde entier, puisqu'on y est censé retrouver les tout meilleurs athlètes dans les disciplines observées. Donc, ce que vous voyez émerger, ce que vous voyez apparaître, tant que ce soit tant sur le plan des individus que sur les tactiques, les choix, les stratégies, c'est censé être ce qu'il y a de mieux, ce qui est le meilleur au top, la panacée, on va dire, dans chacune des disciplines observées. Et on peut souvent se dire que du coup, on déduire que c'est ce qui va arriver après dans les championnats ou dans les compétitions plus d'un moindre niveau dans les années qui suivent, parce que souvent on s'inspire, on retrouve ça notamment dans les grands championnats de football, où les tactiques, les stratégies observées à ce moment-là arrivent globalement dans les championnats un an ou deux après qu'elles aient été aperçues aux Coupes du Monde ou aux championnats d'Europe. Voilà. Donc ça, c'est pas un. Donc l'intérêt de regarder les Jeux Olympiques, c'est de voir justement, ok, concrètement, on en est où aujourd'hui par rapport à là où on en était il y a 4 ans. Sur le plan de mon domaine, ma partie à moi ce que j'essaye de voir, c'est s'il y a eu des évolutions tant sur le plan de la prise en charge. Alors, il est intéressant pour ça de lire, d'écouter, de commenter, de regarder un petit peu les à côté. Alors, vous avez les médias mainstream qui apportent des choses un peu basiques, et puis vous avez des fois des reportages qui, eux, sont un peu plus fouillés, un peu plus intéressants, qui permettent de voir comment chacun et chacune des athlètes a pu mettre en place son staff et surtout les éléments qu'il a mis en exergue. Puisque aujourd'hui, quand on travaille dans l'individualisation, c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Maintenant, revenons un peu plus au concret de mon sujet, des choses que je partage. Si vous êtes familier avec la chaîne de Sport Posture Conseil, vous avez vu que ces derniers jours, notamment ces 3-4 derniers jours, bah, évidemment, du fait de la victoire de Léon Marchand, mais pas que lui, mais c'est surtout lui qui émerge, j'ai fait des posts sur différents réseaux, notamment à des posts qui expliquaient un petit peu sa forme de corps. Évidemment que ça ne se résume pas à 20 ou 30 lignes, hein, le pourquoi de sa performance, mais sur le plan de la morphologie, pour expliquer au plus grand nombre. Et la plupart du temps, le post a été plutôt très bien accueilli. Et puis, j'ai eu quelques spécialistes de ci, de là, notamment sur LinkedIn. Alors, quand je dis des spécialistes, je m'entends, hein, des spécialistes du sport, des médecins du sport, pour pas les nommer, ou des gens dédiés à la performance qui sont arrivés et qui ont eu un air, un trait un peu hautain, méprisant. Bon, passons sur la manière de faire, mais quand on regarde et qu'on s'attarde sur les écrits, surtout sur leur manière de dire, c'est qu'en gros, ils remettaient en fait en cause le fait qu'il n'existait pas, alors ils le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils sous-entendent, qu'il n'existait pas d'absolu morphologique en me prenant des cas particuliers dans différentes disciplines. Et du coup, ils ont bien sûr le droit de penser différemment, il n'y a pas de problème. Non, ce qui posait un peu problème pour le coup sur le poste, c'était la forme. Ils étaient très méprisants, très arrogants et surtout, de mon point de vue, incompétents parce que ils s'attardaient sur des éléments qui sont complètement obsolètes. C'est-à-dire qu'ils m'ont repris l'exemple de la taille. En fait, s'attarder sur simplement la taille et les volumes des morphologies, c'est regarder les morphologies des années 1900. On en est déjà deux, trois étapes après. Donc ça, c'est le premier élément. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur LinkedIn, regarder le post sur Léo Marchand, et puis vous verrez les commentaires en dessous. Il y en a des très bons, et puis il y en a un ou deux, justement, je tairai le nom, mais vous les retrouverez facilement sur LinkedIn. Bon, le but de mon sujet, c'est pas de régler mes comptes avec ces gens-là, je leur ai répondu sur le réseau concerné. Non, c'est juste que je me dis que les gens qui, eux, ne sont pas spécialistes et à qui on peut, entre guillemets, on peut comprendre que ces personnes-là, si vous êtes un passionné de sport, si vous êtes un passionné du mouvement, mais que c'est pas votre job, il est normal que vous n'ayez pas forcément certains reculs et que du coup, vous allez prendre parfois pour acquis un critère ou deux critères qui vont vous faire dire que ça c'est important, que ça ne l'est pas. Eux, j'ai beaucoup moins de marge de tolérance parce que je me dis que c'est des gens qui baignent dans le sport de niveau depuis 20 ou 30 ans et qui s'attardent encore sur des effets loop qui étaient encore une fois utilisés uniquement dans les années 90. Ça ne veut pas dire que la taille n'a plus d'intérêt, ça veut juste dire que la taille dépourvue de la compréhension des ratios corporels, dans la plupart des sports, ça n'a pas de sens. Je prends l'exemple, si vous faites 2 mètres et que vous avez un buste qui fait 60% de votre taille globale, comparé à quelqu'un qui fait 2 mètres et que vous avez un buste qui fait 35% de votre taille globale, croyez-vous vraiment, à taille égale, du coup, que ça va bouger pareil? Mais bien sûr que non. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, du coup, si vous raisonnez uniquement sur la taille ou sur le plan du volume, ça vous donne des tendances, mais la taille seule, en dehors de certains sports, comme le saut en hauteur et le basket, elle n'a aucun intérêt. Si vous regardez Léon Marchand, il est beaucoup plus petit, il est grand par rapport à une moyenne d'une personne, c'est-à-dire que l'individu en France fait à peu près 1,76 m. Lui, selon les sources, il fait entre 1,83 m et 1,85 m, ce qui est quand même grand par rapport à l'individu dit lambda, mais c'est petit par rapport au nageur. Michael Phelps faisait 1,91 m, voilà. Donc du coup, la taille, c'est pas le seul critère en natation. Mais c'est un élément important. Bien sûr, plus vous êtes grand, plus théoriquement, quand vous allez bouger, vous allez garder vous allez avoir un avantage.
Mais c'est pas l'avantage primordial, non. Mais du coup, ces personnes-là, sur les réseaux, venaient critiquer en disant qu'elles me prenaient un exemple. Alors, je reviens à eux par rapport à ce qu'ils ont dit, les arguments, parce que c'est des choses qui reviennent de manière très récurrente. Le tort qu'on a quand on regarde les morphologies, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la première, d'essayer d'avoir un esprit neutre et de ne pas juger, et juste de regarder. Et pour regarder, les Jeux Olympiques, c'est parfait parce que c'est tous les 4 ans. Et vous êtes censé avoir les meilleurs. Or, les meilleurs, en fonction des disciplines, et notamment plus le physique des individus, de la performance physiologique ou biomécanique est important, plus vous allez avoir des effets loupes, des dominantes qui vont apparaître. Et qu'on le veuille ou non, ça veut donc dire quelque chose, ça. Quand vous avez une finale de 100 mètres et que sur 8 gars du 100 mètres, ils ont la plupart des mollets courts et de tendons longs, c'est pas anodin. Surtout quand on essaie de s'intéresser au contexte et qu'on voit que c'est quoi le contexte du 100 mètres. C'est courir vite sur un sol qui renvoie de l'énergie, donc de l'élastique. Et donc avoir du tendon, c'est avoir de l'énergie élastique. Ça ne condamne pas ceux qui auraient des tendons courts et des mollets longs. Il y en a eu aussi. Jimmy Vico est un bon exemple. Ça veut juste dire que du coup, dans la manière de bouger, il va falloir faire autrement. Et donc, du coup, pour reprendre cet exemple de taille, les personnes spécialistes en question me reprenaient l'exemple du 100 mètres. Donc on revient là-dessus en me disant que pendant longtemps, durant les années 2000, on disait que le standard de coureur du 100 mètres, c'était globalement une taille d'un mètre 80 qui correspondait un peu au format de Ben Johnson. Alors Ben Johnson, c'était pourtant un peu avant, 1988, et que toutes celles et ceux qui seraient au-delà de cette taille, alors, restons chez les hommes, on va dire à une grande taille, n'arriveraient pas à courir. Évidemment, ils me prenaient l'exemple du Usain Bolt. Alors ce qu'ils disent, certes, Usain Bolt est grand et il a performé, mais Usain Bolt, il n'y en a eu qu'un, à la fois sur le plan du talent, mais également sur le plan de la taille. Il y a eu des précédents de grande taille quand même, dans les années 80, 90, 2000, mais ils étaient moins grands. Vous aviez Carl Lewis, 1m90, vous aviez Linford Christie, 1m88, vous aviez Asafa Powell, le détenteur du record du monde, avant l'arrivée du Usain Bolt, qui lui faisait 1m91. Donc on avait déjà des grandes tailles. Par contre, quelqu'un qui avait cette taille-là, presque près de 2 mètres, avec des grands segments qui arriveraient à courir assez vite, on pensait mécaniquement parlant que c'était pas encore faisable. On ne dit pas que c'était impossible. On disait que ce n'était pas faisable au niveau des années 2000. Et vous avez Usain Bolt qui est arrivé, qui a prouvé qu'il arrivait à faire ça. Et du coup, c'est pas parce qu'un individu y arrive qu'il est représentatif de tout le groupe. La preuve en est. Depuis que Usain Bolt ne court plus, de nouveau, on retrouve des individus de taille plus contenue. De nouveau. Si ça avait été un absolu cette taille, si c'était le seul élément qui permettait de faire la différence, on aurait tous les sprinteurs de la même taille qu'Usain Bolt. Vous avez exactement ça avec Dick Fosbury au moment du 100 hauteur. 1968 Mexico, un gars avec une allure un petit peu dégingandée arrive, un buste court, des très grandes jambes, 1m91, qui était très très grand à l'époque, et passe en technique dorsale. 10 ans après, tous les sauteurs en hauteur au plus haut niveau avaient tous la même forme de corps et avaient pris 10 centimètres. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est une dominante morphologique incontestable et ça veut donc dire que c'est un avantage que d'être grand au son hauteur. Maintenant, si on raisonne comme ces gens dont je vous parlais, vous allez me dire, oui, mais Stephen Holm, champion du monde du 100 hauteur, lui, il n'était pas grand et il faisait 1m80. Oui, mais c'est un individu qui sort du groupe. Donc c'est ça quand on étudie les morphes. Quand on fait de l'individualisation et que vous avez un sportif à prendre en charge, là la moyenne fait moins sens parce que vous avez besoin de répondre à une problématique de votre sportif. Mais quand on essaie de raisonner sur un critère morphologique pour voir sa prévalence, on a besoin de regarder ce qui se fait au plus haut niveau et de voir s'il ressort. Et si sur 10 individus, vous en avez 8 qui ont grosso modo un élément, quelque chose qui ressort de manière importante, ça fait sens, c'est pas anodin. Sur le plan de la motricité fine, si on prend l'escrime par exemple, dans les années 70, Guy Azemar, j'en ai déjà parlé, a écrit un bouquin qui s'appelle Homme asymétrique. Et comment il s'est questionné sur le fait qu'il y ait beaucoup de gauchers à l'escrime. J'ai pas dit qu'il y avait que des gauchers. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gauchers. Bah parce que tout simplement, au moment où il présentait les finalistes olympiques, je ne sais plus si c'était en 68 ou en 72, sur 8 finalistes qui présentent. Alors quand je dis finalistes, c'est-à-dire je crois que c'était le tournoi par équipe ou les derniers participants, peu importe, et ben il y avait 7 gauchers, 6 ou 7 gauchers sur 8. C'est pas anodin. Sachant surtout que la population mondiale est majoritairement droitière. Il y a 9 personnes sur 10 globalement qui sont droitières. Donc quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous dire ah oui bah c'est le hasard. Non non, il n'y a pas de hasard au plus haut niveau, il n'y a pas de hasard, c'est pas vrai. Donc quand on s'intéresse aux critères morphologiques, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut avoir du recul. On ne peut pas s'attarder sur un effet. Il y a, si vous voulez voir ce que vous voulez voir, vous trouverez toujours ça. C'est comme un petit peu quand vous êtes sûr de quelque chose et que vous attardez sur un environnement, vous n'allez regarder que ce qui va conforter votre idée. Donc, quand on s'intéresse aux morphologies, essayer de voir ce qui est important dans une discipline, il convient de prendre du recul et surtout de se dire, OK, concrètement, et d'avoir une vision neutre. Et c'est à la limite être très pragmatique. Vous pouvez vous faire un tableau, vous prenez les meilleurs mondiaux, prenez les caractéristiques types,
Mais au préalable, il faut avoir identifié les gestes qui font la performance. C'est-à-dire, OK, j'observe une discipline. Quels sont les gestes qui font la performance dans cette discipline? Et après, quels sont les critères morphologiques que je vois émerger sur la plupart des pratiquants? Et faire des liens entre les deux. Sinon, ça n'a pas de sens. Si vous regardez quelqu'un, une forme de corps, sans connaître les gestes qui font la performance dans la discipline que vous voulez commenter, mais on peut envisager tout et son contraire, en fait. Donc, quand vous voyez une Formule 1 et que la plupart des Formule 1 ont des pneus très très larges, alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Peut-être que vous allez me trouver une voiture qui va aussi vite qu'une Formule 1 en ligne droite, avec des pneus plus étroits. Oui, mais peut-être que du coup, elle aura un châssis, c'est-à-dire une partie de la structure en dehors du pneu, plus bas et encore plus large que celui d'une Formule 1. Du coup, ça lui permet de compenser quelque part, je ne suis pas spécialiste automobile, mais ça lui permet de majorer son assise au sol. Du coup, ça compense ses pneus un peu plus étroits. Donc, quand vous regardez au plus haut niveau mondial, oui, vous allez avoir des exceptions, mais ces exceptions arrivent à compenser de manière un peu différente pour performer quand même. Cela étant, majoritairement, cette exception, tant mieux pour elle, ça arrive à performer, mais majoritairement, elle ne fait pas la règle. Vous avez la même chose au tennis. Diego Schwartzmann, on en parle souvent quand on fait les formations sur le morpho au niveau 1, Diego Schwartzmann, 1,70 m. Et du coup, on pourrait se dire, bah lui, il arrive à être performant dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux. Il a été pendant longtemps. Oui, mais la moyenne des meilleurs joueurs mondiaux, les 30 premiers, c'est 1,89 m. Et lui, il fait 1,70 m. Il a 19 cm de moins. Donc en gros, parce qu'un individu pris sur 30 fait 1,70 m, on va dire que la morpho et la taille n'est pas importante. Ça n'a pas de sens. Je veux dire que Diego Schwartzmann, si vous regardez après le détail, c'est pas au service qui fait la différence. C'est pas sur le premier coup, c'est au retour de service. Et plus l'échange dure, plus il a de chance de gagner. Voilà la différence. Donc il a su faire de ce qui était potentiellement sur le papier, entre guillemets, un handicap, une force. Peut-être qu'il a une meilleure capacité de lecture visuelle, et du coup il anticipe mieux le service, puisqu'il n'est pas capable de frapper fort, mais il a développé d'autres attributs. Et ceux qui auraient fait la même taille que Diego Schwartzmann, mais qui n'y sont pas arrivés à développer quelque part toutes ces capacités qui permettent de compenser, ils ont disparu. Parce qu'au plus haut niveau, c'est comme la nature. Seuls perdurent ceux qui sont les mieux adaptés à l'environnement. Et la discipline sportive, c'est un contexte, c'est un environnement donné. Et toutes celles et ceux qui arrivent par des moyens plus ou moins, on va dire, adaptés ou adaptatifs à compenser des avantages morphologiques que d'autres auraient, arriveront quand même à performer dans cet environnement. Diego Schwartzmann n'est pas numéro un mondial non plus, mais il a quand même réussi à faire des perfs. Cela étant, plus le jeu va devenir rapide au tennis, plus cela va avantager bah, les serveurs. Demain, si vous augmentez entre guillemets la hauteur du filet, bah, on pourrait s'attendre à avoir des serveurs encore plus grands. Et on pourra toujours venir me dire qu'il y en a un qui a fait la différence. C'est pas vrai. Donc là, je clôt la parenthèse sur ces personnes-là qui étaient venues critiquer un petit peu le process. L'idée, encore une fois, c'était quoi? C'était de se dire, OK, concrètement, on peut venir critiquer. Mais est-ce qu'on amène une critique constructive? Oui, non. Quand la critique, elle n'est pas constructive, vaut mieux se taire. Sauf que chez des gens dont le métier, c'est justement de travailler sur l'individu, pour moi, c'est pas excusable. Après, quand regarde et qu'on prend du recul, évidemment qu'il y a des exceptions. Et il y en aura toujours. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est ça qui fait la richesse du sport. Mais parce qu'on n'est pas que sur des leviers mécaniques, on n'est pas que sur une structure articulée. On est sur une structure articulée qui est mise en mouvement par un système nerveux qui utilise de l'énergie et qui doit faire des choix au moment de bouger. Cette énergie, il la dispense sous différentes formes. Et c'est ce fait, cette capacité d'adaptation qui lui permet justement de venir compenser. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'homme a tenu jusqu'à maintenant avec l'évolution du temps. Les dinosaures ont peut-être moins su s'adapter, ils sont morts. Vous prenez un ours polaire et vous le mettez dans la jungle, il est foutu. Vous prenez un lion, vous le mettez sur la banquise, il est foutu. L'humain, il est capable, avec le temps, avec des moyens différents, de s'adapter. Bon, là j'ai fait une digression, mais c'était pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut envisager les morphologies. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, les Jeux Olympiques, c'est véritablement c'est génial, c'est comme un zoo, avec le respect que j'ai pour les athlètes, on ne peut pas les comparer à des animaux, mais vous allez comprendre ma métaphore, c'est comme un zoo. En fonction des sports, vous allez voir des dominantes là, on va voir arriver le cyclisme de vitesse. Bah, cyclisme de vitesse, quand je vous dis cyclisme de vitesse, vous allez penser grosse cuisse. Bah oui. Et donc on va vous dire, vous aurez trop forcément quelqu'un qui va arriver et vous dire oui, mais ils n'ont pas tous des grosses cuisses. Peut-être. Mais globalement, ils ont tous des grosses cuisses. Et quand vous regardez l'entraînement cycliste de vitesse, c'est du travail de force très lourd. C'est de la fréquence avec des gros braquets. Et ça demande de la force. Et de la force, c'est du volume. Et du volume, c'est de la masse musculaire. Il n'y a pas le choix. Vous pouvez mettre quelqu'un qui est vif, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il ira sur la distance les plus courtes du sprint où on a besoin de production de beaucoup de force. On a la même question avec les nageurs. Pour ceux qu'on lui pose sur Léon Marchand, Léon Marchand, vous le mettez sur 50 mètres. Je ne suis pas un spécialiste de natation, mais avec le corps qu'il a aujourd'hui sur 50 mètres de nage libre, je ne suis pas sûr que c'est là qu'il fera la différence. En revanche, vous augmentez les distances, 200, 400, là peut-être que de par sa coulée, de par sa légèreté, il va arriver à compenser certaines choses, alors que Florent Manodou sur 50 mètres, c'est un monstre.
Mais peut-être que sur 100, 200, 400 mètres, par rapport au meilleur des disciplines évoquées, du 200 et du 400, bah, il sera juste derrière, en fait. Donc là encore, vous avez un effet loup. C'est comme ça qu'il faut envisager, en fait, l'observable de l'humain. Et donc, du coup, quand on revient un peu à ces Jeux Olympiques, c'est comme ce que je dis quand on quand on propose des formations à l'INSEP. Je dis toujours aux participants, regardez au moment de la cantine, on va manger à la cantine de l'INSEP, à laquelle vont tous les athlètes. Regardez autour de vous et essayez de vous dire, rien qu'avec les effets look des athlètes, vous voyez des grands, des petits, des rablés, des larges, des oreilles en chou-fleur, des fois des gens avec des gros coups, des fois des gros bras. Essayez de vous dire, ok, dans quel sport potentiellement le fait d'avoir cet élément morphologique ou ces éléments morphologiques mis tous ensemble me permettent d'être performant. Les plus faciles à reconnaître, c'est les basketteurs, parce que c'est des corps très longilignes, très filaires. Voilà. Et puis peut-être les sports de lutte, parce qu'ils ont des oreilles un peu en chou-fleur, et ce déjà très tôt. Ok. Mais des fois, vous allez avoir des nanas au petit gabarit très contenu, mais très large, très trapu. Quand je dis pardon large, c'est large d'épaule, assez très musculeuse. Là, on peut penser un petit peu à la gym. Ou alors, on peut se dire peut-être des disciplines qui nécessitent de l'ancrage, mais aussi de la production de force avec de l'agilité. Si vous regardez aujourd'hui les gymnastes masculins, c'est massif en haut et c'est fin en bas. Regardez si vous regardez sur l'ensemble des agrès, il n'y a pas besoin d'avoir des muscles en bas hyper forts. Au contraire, c'est un handicap puisque souvent les jambes doivent être portées, levées. Donc plus c'est lourd, plus c'est contraignant. Et plus vous aurez, oui, je repense à ce poste aussi, ces gens-là là, qui critiquaient parce que c'est un lien avec la gymnastique. Ils me reprenaient l'exemple de Svetlana Korkina, qui était une gymnaste dans les années 2000-2010, qui avait tout raflé, qui faisait 1m64. Alors que la plupart des autres gymnastes étaient petites. Et du coup, la Russie lui avait dit, non, non, ou la Biélorussie, je ne sais plus quel pays était, lui avait dit, nous, on préférait que tu fasses de la GRS. Elle a insisté, elle a fait de la gymnastique. Oui, elle a performé. Mais c'était la seule à 1m64. Et quand vous regardez aujourd'hui, la meilleure de tous les temps, celle qui a dépassé Svetlana Korkina, et la plupart des gymnastes sont à son niveau, c'est Simone Biles. Elle fait quelle taille, elle? 1m42, soit quasiment 22 cm de moins que Svetlana Korkina. Et donc vous regardez autour d'elle, et vous allez voir dans les années qui vont venir, et c'est déjà le cas maintenant, de plus en plus de gabarits qui vont avoir tendance à être encore plus courts. Parce que 1m42, c'est encore plus court que ce qu'on voyait dans les années 2000. C'est autour de 1m45, 1m50. D'accord? Et Simone Biles, elle a 25 ans, hein, donc elle va pas, il y a peu de chances qu'elle grandisse d'ailleurs. Donc c'est ça, encore une fois, l'intérêt des morphologies, c'est s'attarder sur un effet loop pour comprendre un petit peu ce que ça donne dans un contexte donné en fonction des gestes qui font la différence. Donc ne le perdez pas d'esprit, surtout si vous tombez sur des gens qui font des analyses morphologiques et qui viennent apporter une critique, c'est intéressant, lisez-la, mais prenez du recul et posez-vous toujours la question, c'est quoi le geste qui fait la performance? Et est-ce que ce dont l'élément qui me met en avant, c'est un élément isolé, le cas du Usain Bolt, le cas de Svetlana Korkina, ou est-ce que c'est globalement quelque chose qui est récurrent dans la discipline? Quand c'est récurrent dans la discipline, vous pouvez être sûr, on va dire à 99% de chance que c'est un élément qui est déterminant pour performer. Allez, merci à tous. Profitez bien de ces Jeux Olympiques, profitez de vos vacances si vous en êtes. Pour ceux qui bossent, eh ben, bon courage pour bosser. Je tenais à faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, surtout je vois que les Jeux Olympiques de Paris ont un véritable engouement. Je suis content de voir ça. Il y a 4 ans pour Tokyo, j'avais pas eu autant de gens qui lisaient mes posts. Il y a 8 ans ou il y a 12, encore moins. Mais ça veut donc dire que le sport éclore. J'espère juste que ce ne sera pas un effet de masse et qu'une fois que les Jeux Olympiques seront partis de Paris, les gens continueront à s'intéresser au sport, mais pas au sport au sens littéral du terme, mais plutôt à tout ce qui se cache derrière, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi les coulisses. C'est de voir un petit peu comment la performance se construit, hein. Ce que vous voyez, c'est le produit fini, c'est presque la récompense. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail en amont qui se fait, on va dire, en sous-main, quels que soient les sports confondus, des choses que vous ignorez. Alors, je n'irai pas sur le dopage quand je dis ça, ça j'en reste à part, c'est pas mon sujet. Moi, je vous parle de l'individualisation des détails, parce que le très haut niveau, c'est du détail. On est vraiment dans le détail. C'est là-dessus qu'on fait la marge. C'est pas sur le grossier. Le grossier, ils font tous la même chose, tous à peu près la même chose. Alors, il y en a en fonction des sports qui vont changer globalement leur entraînement, mais quand même, si on regarde à plus haut niveau, ils font à peu près tous les mêmes entraînements. Ce qui va être nuancé, différencié, c'est des petits détails à la marge. C'est une préparation mentale d'une manière spécifique. Chacun se prépare. La plupart ont de plus en plus des préparateurs mentaux. Tiens, je fais une parenthèse, excuse-moi, la vidéo est un peu longue. Regardons ceux qui s'intéressent. La plupart ont des préparateurs mentaux maintenant, alors que dans certains sports, on vous dit encore que la préparation mentale n'est pas utile. Nous, je sais que dans les sports de combat, j'entends souvent ça pour les athlètes qu'on suit. Alors eux, la plupart sont suivis avec des préparateurs mentaux, mais j'entends d'autres qui me disent la préparation mentale, c'est pas utile. Ça dépend de qui on parle. Certains coachs très connus, renommés, qui ne croient pas dans la préparation mentale, tous sports confondus, hein, pas que dans les sports de combat, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont les athlètes qui correspondent à leur mentalité, qui ont déjà par eux-mêmes les leviers cognitifs qui alors arrivent à gérer cette pression.
cette performance. Sans s'en rendre compte, c'est naturel. Puis vous en avez d'autres, c'est pas naturel. Ils ont besoin d'être assistés. Vous avez des gens qui ont déjà naturellement des capacités physiques hors normes. Donc, s'ils font pas de prépa physique, je dis pas qu'ils y arriveront, qu'ils y arriveront quand même. Je dis juste que ça sera peut-être moins impactant parce qu'ils sont déjà naturellement physiquement dotés. C'est pareil pour le mental. Donc, quand j'entends que la prépa mentale ne sert à rien, c'est comme dire, entre guillemets, que la préparation physique ne servait à rien il y a 50 ans et on faisait que du spécifique. On sait aujourd'hui qu'on n'en est plus là. Ceux qui pensent comme ça, ils sont finis. À moyen terme, pour moi, ils sont finis. Après, ce n'est que ma vision et je pense que, de toute façon, le très haut niveau, c'est assez simple, hein. Perdure ce qui fonctionne et le reste disparaît. Alors parfois, c'est par effet de mode, ça revient. Mais si c'est, faut vous dire que globalement, si jamais c'est quelque chose qui est du vent, c'est du foin, ça va s'éteindre tout seul. Tout seul. Parce que le haut niveau fait la sélection. C'est comme, comme quand on vous dit que, là, je fais un dérivé sur les coureurs de haut niveau, je fais beaucoup de digressions aujourd'hui. Euh, le coureur de haut niveau, courir, c'est courir avec une chaussure faiblement épaisse, plutôt très peu de mousse, plutôt très peu d'amorti. Mais regardez les marathoniens au plus haut niveau mondial. Ils ont tous des runnings avec à minima une belle semelle. Je vous parle même pas de drop, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Juste, ils courent pas pieds nus. On va vous sortir celui qui a couru pieds nus une fois, d'accord? Bekele dans les, pas Bekele, pardon. J'ai oublié le nom, le coureur en 64 ou en 66, mais il faut connaître l'histoire. Mais la plupart du temps, ils courent tous chaussés. Croyez-vous vraiment que si courir pieds nus leur faisait aller plus vite, ils s'en priveraient? Soyons raisonnables. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, au plus haut niveau, ils utilisent ce qui marche pour eux. C'est pas les fabricants que si que ça. Non, 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 ils sont pas fous. Ils mettent ce qui est bon pour eux. Donc si vous voyez quelque chose qui s'exprime, que ce soit un élément technologique ou que ce soit globalement un critère morphologique, c'est qui fait sens dans les choses. Tout ce qui est futile disparaît dans le temps. Tout ce qui perdure, quelles que soient les personnes, et surtout qui perdurent dans le temps, plus vous pouvez supposer que c'est quelque chose qui est essentiel. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour ceux qui seront intéressés par cette vidéo. Je ne sais pas trop sous quel format je vais la poster. Je n'ai rien préparé comme souvent. Je la fais sur le moment. C'est juste parce que là, on a une semaine des Jeux Olympiques, ils sont à Paris et que je vois des choses circuler sur les réseaux, je vois des commentaires, etc. Et certains m'agace. Voilà, pour tout vous dire. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances donc encore une fois ce coup-ci. Pour ceux qui en ont pris, bon courage à ceux qui bossent et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.